up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast si c'est votre première fois. Puis re-bienvenue si vous êtes ici de temps en temps ou à chaque semaine. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, très, très inspirante que j'ai rencontrée grâce à l'événement que Sarah Champagne a mis sur pied le 8 mars dernier dans le cadre de la Journée de la femme. Cet événement-là m'a permis de rencontrer des nouvelles personnes, de revoir des gens que ça faisait longtemps que j'avais pas vus, incluant Sarah. Sarah a déjà été sur le podcast il y a quelques épisodes. J'avais invité aussi Mylène qui nous avait parlé de son histoire de résilience avec ses cancers et tout ça. Et une autre des invitées qui était là dans cette soirée, c'est toi, Shrep. Bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation suite à cette belle soirée-là. Merci, Claudia. C'est un honneur d'être présente sur ton podcast. Oui, c'est ça, on dit ton histoire qu'on va raconter, qu'on va aborder aujourd'hui, une histoire d'inspiration, bien sûr, de résilience. T'en as vécu des choses, c'était vraiment touchant, vraiment émouvant. Et de voir et de découvrir que, tu sais, ton tagline, toi, dans la vie, c'est « Jamais sans mon sourire ». Je pense que c'est quelque chose qui te représente vraiment bien. On va sur tes réseaux sociaux, tu mets ça sur tes publications. Tu as effectivement un magnifique sourire rayonnant, mais quand on entend ton histoire, on fait comme « Aïe, aïe ». Voir que, tu sais, cette femme inspirante-là qui est jamais sans son sourire a vécu tout ça. Je suis sûre, je sais que ça va inspirer vraiment les gens qui sont à l'écoute aujourd'hui d'entendre des parties de ton histoire. Elle commence où, ton histoire? Elle commence comment, ton histoire? Je pense qu'il faudrait vraiment commencer à la base. Moi, je suis d'origine cambodgienne. Je suis née pendant la guerre civile du Cambodge en 77. Puis c'est ça, à l'époque, quand je suis née, on était captifs des Khmers rouges. Fait que les Khmers rouges, si vous ne connaissez pas les Khmers rouges, c'est l'équivalent des nazis, mais au Cambodge. Mm-hmm. Donc, notre famille s'est sauvée. Ma mère, en fait, là, s'est vraiment occupée de moi. Là, j'étais vraiment un bébé naissant là, de quelques mois, partie avec rien. Puis on a vraiment traversé ensemble. En fait, elle m'a transportée. Puis elle m'a vraiment, c'est grâce à elle que je suis ici au Québec. Elle m'a transportée pendant 3 mois à travers la jungle, les montagnes, à marcher nu-pied pendant 3 mois. Imaginez, c'est comme un ultra-marathon là, à survivre pour se rendre justement au camp de réfugiés en Thaïlande. Est-ce que tu avais des frères, des sœurs, du reste de ta famille qui ont suivi? Comment ça s'est passé à l'arrivée en Thaïlande? En fait, la journée qu'on a décidé de s'évader, parce qu'on était vraiment pris captifs justement du régime de Pol Pot, là, comme si on était pris avec les Khmers rouges. Là. La journée qu'on s'est évadé, on était une dizaine. Il y avait mon père, ma mère, moi. Dans ce temps-là, j'avais pas de frère. Et 7 autres personnes. Puis pendant l'évasion, il y a juste eu 6 personnes ou 5 personnes qui ont survécu, là. Dont moi et mes parents. Et éventuellement, mon père a dû retourner dans son village pour aller chercher sa famille. Finalement, il a récupéré son frère là, qui est arrivé ici au Canada avec nous. Mais c'est ça. Ma mère, dans le fond, elle a été... mon père a laissé ma mère et moi sous la charge d'un de ses amis qui est malheureusement décédé là, pendant l'évasion, pendant notre périple dans ces 3 mois-là. Puis c'est ça. Le reste de l'aventure a été vraiment là solo, ma mère avec moi dans ses bras, puis à survivre là, pendant ces 3 mois-là. Ouais, on peut même pas s'imaginer. Moi, j'ai été au Cambodge juste avant la pandémie, donc j'étais là en début 2020. Puis, oui. Tu sais, les touristes, en fait, ils vont au Cambodge pour aller voir, entre autres, les temples, tu sais, Angkor Wat, puis tout ça.
Puis c'est pas mal tout, en fait. Là. Ils descendent là ou ils traversent là de la Thaïlande ou du Vietnam, ils vont voir les temples, puis après ça, ils s'en vont. Mais moi, j'étais restée quelques semaines au Cambodge, puis j'avais descendu dans certains endroits aussi. Je m'étais rendue aux petites îles aussi, que là, le nom m'échappe, Koh Rong, je pense, où je me mélange avec la Thaïlande. En tout cas, bref, tout ça pour dire que j'ai fait plusieurs endroits au Cambodge, puis j'avais vraiment été... je vais pas dire surprise parce que j'avais pas d'attente, parce que je connaissais pas vraiment le pays du tout avant de me rendre en Asie du Sud-Est, mais agréablement surprise par l'accueil, les gens, justement les sourires, puis tu sais, c'est des choses qu'on entend souvent de la Thaïlande, là, le peuple, genre des gens qui sourient, etc. Mais au Cambodge, j'avais vraiment été bien reçue. J'avais aimé ça aussi m'éloigner un petit peu plus où est-ce que les gens, il y a moins de touristes qui vont là. J'avais vraiment aimé la culture, tu sais. C'est ça. Ben autrefois, avant la guerre, le Cambodge était surnommé aussi le pays du sourire. OK. Puis si, je sais pas si tu as remarqué, là, quand tu regardes là, beaucoup de statues là, dans justement Angkor Wat, qui est une des merveilles du monde, tu vois justement des statues avec des sourires. Mais c'est ça, donc c'est sûr que c'est un pays qui a été pas mal magané par la guerre. Là, puis il y a un quart de la population qui a été éliminée, irradiée. Donc c'est sûr que c'est moins populaire que la Thaïlande, mais la culture est très similaire à la Thaïlande, sauf que c'est moins cher parce que c'est ça, c'est pas aussi touristique. Ça le devient de plus en plus, mais c'est pas aussi touristique que la Thaïlande, mais c'est un beau pays à visiter. Ah ouais, vraiment. Moi, je recommande tous ceux qui s'en vont en Asie du Sud-Est, là, c'est vraiment ça. Puis le Laos, là, tu sais, c'est deux pays qu'on connaît moins, qu'on parle moins, mais mon Dieu que j'avais adoré. Ouais. Puis j'avais été voir justement certains musées ou certains sites qui parlaient justement de la guerre. Puis c'est ça à quel point presque tout le monde est au courant de ce qui s'est passé avec l'Allemagne, etc. Mais cette guerre-là, moins. Tu sais, la guerre du Vietnam, on en entend plus parler, mais celle-là, moins. Et pourtant, comme tu dis, un quart de la population a été irradiée. Ça laisse des traces et ça fait pas si longtemps que ça. Je veux dire, t'as pas 102 ans, là. Tu sais, je veux dire, toi, t'as vécu ça en 77, là, tu sais. Donc, je trouve ça beau qu'on a mis ça dans la conversation. Puis ça a littéralement formé qui tu es aujourd'hui, tu sais. Oui. Puis, tu sais, j'ai fait partie, en fait, de la première génération d'enfants qui a immigré ici au Québec. Fait que j'ai été très chanceuse parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont eu cette chance-là de pouvoir s'en sortir, là. Il y a beaucoup de gens qui sont décédés pendant leur tentative d'invasion. Il y a des gens qui sont restés là-bas. La majorité de ma famille, la famille de mes parents sont au Cambodge. Puis il y en a la moitié qui sont décédés pendant la guerre. Fait que on a été très... j'ai beaucoup de gratitude là de savoir que c'est comme si j'avais gagné la loterie, tu sais. Puis en arrivant au Québec, c'est sûr que l'adaptation était plus difficile, même si mon père parlait déjà français parce qu'il a étudié en France, là. Mais ça a été quand même... Tu sais, c'est dur même si tu changes de pays de laisser en arrière ta culture, là. Tu sais, la preuve, quand les Québécois vont en Floride, ils se retrouvent ensemble. Exactement. Non, c'est clair. Fait que t'es arrivé au Québec, t'étais bébé encore. Ça a-tu été long avant d'arriver après l'évasion ou? On est resté 1 an et demi dans le camp de réfugiés en Thaïlande. Puis on est arrivé, c'est ça, ça a pris du temps là, parce que au début, on voulait aller en France parce que mon père avait étudié là-bas, puis ça a été extrêmement long. Puis éventuellement, mes parents ont changé à la dernière minute, c'est ça, de liste d'attente pour venir au Québec. Et puis on est arrivé en 80, donc j'avais 2 ans et demi à l'époque. Puis c'est ça, tu sais, j'ai quelques vagues souvenirs, là, pas beaucoup de mon arrivée au Québec, là, comme je pense que dans la première semaine, c'était en plein hiver, là, au mois de janvier, fait que dans la première semaine, je suis sortie dehors, nu-pieds, là, en petite culotte, en hiver, parce que la neige, j'étais comme, waouh, c'est quoi ça? Oui, c'est ça. Mais, c'est ça, ça a été toute une adaptation, je te dirais, peut-être probablement plus difficile pour mes parents, mais moi, ça a été difficile parce que j'ai été tiraillée entre la culture québécoise puis la culture, c'est ça, cambodgienne. Tu sais, c'est sûr que mes parents sont arrivés, mais ils sont cambodgiens, ils voulaient continuer là, à propager les valeurs cambodgiennes ici. Puis, ça ressemble à quoi, certaines des valeurs cambodgiennes qu'on retrouve peut-être moins au Québec? Je sais pas, dans le cas d'aujourd'hui, comment c'est. Je pense que le Cambodge a beaucoup évolué, mais dans le temps, c'est sûr que c'était encore des vieilles valeurs dans le sens que, tu sais, les femmes devaient être soumises. C'est l'homme, c'est ça, qui apporte le revenu à la maison. Les femmes sont là pour faire à manger, tu sais, comme au Québec, mais là, tu sais, plusieurs dizaines d'années, là. Puis c'est ça. Puis le mariage arrangé aussi était très, très présent dans notre culture. Que tu as vécu.
Oui, personnellement. exactement. Tu sais, des parents très sévères. Moi, j'avais pas le droit là, d'avoir de copains ou tu sais, dès que j'avais un ami garçon qui venait à la maison, là, oublie ça, là, il revenait plus après. Tu sais, même très, très jeune, là. Oui, c'est ça. Tu sais, pas de sexe avant le mariage, etc., etc. Vraiment une vieille mentalité, là. Ça s'est passé quand, comment, ça, ce mariage arrangé-là? Parce que ça doit être difficile, là. Je veux dire, c'est comme tu dis, c'est une valeur du Cambodge, mais t'es au Québec. J'imagine que t'as des amis, t'as un entourage qui vivent un peu Oui, différemment. Toi, tu te fais pas mal imposer ça, tu sais? Comment ça s'est oui. passé, cette période-là? Ça s'est passé de façon assez sournoise, je te dirais, parce que j'avais 15 ans et demi. Et puis, mes parents m'ont dit, tu vas être fille d'honneur dans un mariage cet été. Puis là, ouais, innocemment, j'ai accepté, tu sais. Puis ce que je savais pas, c'est que le mariage auquel j'assistais, ben, c'est un mariage arrangé aussi. La fille avait 16 ans, le garçon 17 ans. Ils se rencontraient pour la première fois cette journée-là parce que le gars, il vivait à Chicago. Puis moi, dans le fond, j'étais une des filles d'honneur. Puis un des garçons d'honneur était là, c'était mon futur mari. Ça, je ne savais pas. Mes parents savaient qu'il était là pour me rencontrer. Puis, tu sais, il y avait eu comme, c'est ça, la dame qui a marié sa fille, elle a parlé à mon père. Puis elle a dit, j'aurais un candidat potentiel pour ta fille. Puis ça s'est un petit peu passé comme ça. Puis le mariage, c'est ça, le mariage était au début de l'année, au mois de février, si je me trompe pas. Puis quelques mois plus tard, avant mes 16 ans, mon père est venu me voir dans ma chambre et il me dit, tu viens, le garçon que tu as rencontré au mariage, on va aller voir sa famille, il habite à Québec, puis tu vas te marier avec lui. Fait que c'est un petit peu comme ça s'est passé. Puis cet été-là, je me suis fiancée. Puis la seule raison pourquoi on s'est pas mariés la même année, c'est parce qu'il y avait comme plus de place de réception. Puis les mariages cambodgiens, c'est comme des gros mariages italiens, là, c'est des centaines de personnes, là. Fait que finalement, je me suis mariée à l'âge de 17 ans. Puis je me souviens, c'était mon bal de finissant, puis j'étais fiancée avec lui. Tu sais, j'étais très mal à l'aise, là. Comment je pourrais dire, j'étais trop jeune pour confronter mes parents, mais en même temps, j'étais assez vieille pour savoir que c'était pas quelque chose qui était commun. Puis ma bague de fiancée était quand même assez grosse. Puis je me souviens, j'avais acheté une robe de finissante avec des gants par exprès. Puis j'ai gardé mes gants la plupart du temps. Puis quand on est venu pour souper, j'ai enlevé mes gants, j'ai essayé de cacher mes mains. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est aperçu de la bague. Puis, oups, ça a été super malaisant pour moi, là. Puis même, c'est ça, je suis tombée enceinte. On s'est mariés, c'est ça, un peu avant mon bal de finissant. Je me souviens plus c'est quoi la date exacte. Ça fait tellement longtemps, là. Puis, c'est ça, quand je tombe enceinte un an après, je l'ai pas dit à personne. Quand j'ai accouché de ma fille à l'hôpital, je me souviens, j'ai appelé quelques amis du secondaire avec qui j'avais en contact, mais que j'avais pas revu en personne. Tu sais, on se parlait juste au téléphone. Puis là, je les ai appelés pour leur dire coucou. Tu sais, c'est le 1er avril, en plus, ma fille est née le 31 mars, fait que je les appelle un poisson d'avril. Je viens d'accoucher d'une petite fille, puis c'est ça, j'avais même pas, tu sais, j'avais à peine 18 ans, là. Là, au début, ils me croyaient pas, puis quand ils sont arrivés à l'hôpital, là, j'ai une photo, là, tu sais, ils sont super jeunes, là, puis là, ils me regardent avec des yeux comme ça, ils sont blêmes. Grosse surprise. Grosse surprise, oui. Fait que c'est ça. Puis ce mariage-là a duré quelques temps quand même. Là, j'ai été 7 ans avec, en tout et partout, là, incluant les fiançailles et tout ça. 7 ans, puis quand ma fille, elle avait à peu près 2 ans et demi, là, j'ai décidé de mettre fin au mariage. Je suis retournée au cégep dans ce temps-là, je me souviens, puis j'ai réalisé là, en retournant au cégep que c'était pas du tout ça que je voulais. Là, je me suis fait des amis. Parce qu'entre-temps, c'est ça, j'avais lâché l'école là, quand je tombais enceinte, puis... Ouais, j'ai réalisé que non, lui, il voulait avoir d'autres enfants, puis là, moi, déjà, avec un enfant, je trouvais ça, tu sais, comme pesant, là. C'est jeune, là, c'est clair. Surtout quand c'est pas tout à fait ton choix à 100% non plus, là. Oui, exactement. Quand j'ai décidé de le quitter, ça a créé un gros drame familial, mais un gros drame aussi dans la communauté, parce que j'ai été la première fille, en tout cas, dans la province de Québec, là, je pourrais te confirmer, là, à 100% là, que j'étais la première à avoir osé mettre fin à un mariage forcé. Je me souviens, l'été que je me suis mariée, il y a eu à peu près une dizaine d'autres filles de mon âge qui se sont mariées aussi. Puis c'est drôle parce que l'année d'après, il a commencé à avoir des séparations à droite et à gauche. Puis tu sais, j'étais un petit peu, sans me lancer de fleurs ou quoi que ce soit, parce que ça a été quand même dur, là. Ouais, oui. Ça a été, je te dirais, c'est drôle parce que j'ai vécu quand même beaucoup de choses dans ma vie, mais ça a été
très difficile dans le sens que, tu sais, j'étais jeune, j'avais à peine 20 ans, puis c'est ça, je me retrouvais avec pas le, tu sais, mes parents m'ont complètement déshonorée, m'ont renié. Personne dans la communauté qui voulait me parler. Fait que j'ai vraiment, c'est ça, j'ai vraiment été laissée seule à moi-même là, pendant 2 ans, à essayer de me débrouiller. Tu sais, j'ai presque perdu la garde de ma fille parce que mon ex, tu sais, voulait m'enlever la garde, toute l'équipe. Fait que ça a été super difficile. Puis, tu sais, en même temps, j'avais pas vraiment pensé à ça là, quitter mon mari parce que je me suis dit, ah, c'était comme plus. Je pense que ça serait plus difficile aujourd'hui quitter mon mari avec des enfants que ça l'était dans ce temps-là, parce que dans ce temps-là, j'avais rien à perdre. Tu sais, aujourd'hui, là, je suis pas mariée aujourd'hui, là, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, tu sais, les gens, quand ils sont plus vieux, c'est plus difficile parce qu'ils ont tellement d'investissements, de choses qu'ils ont bâties ensemble, c'est plus difficile. Mais dans ce temps-là, j'avais rien à perdre. Tu sais, j'avais pas de propriété à moi, j'avais pas rien, j'avais rien à perdre. Puis ça a été comme pas un coup de tête parce que ça faisait longtemps que j'y pensais, mais ça a été facile dans un certain sens de sauter, de sauter puis de décider de mettre fin à la relation. Mais en même temps, ça a été une épreuve très difficile parce que pendant 2 ans, là, j'ai rushé ma vie là, pour me reprendre en main. J'aurais pu mal virer dans ces 2 ans-là, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qui t'a gardé accroché justement puis qui a fait en sorte que t'as pas mal viré puis que t'as poursuivi ton chemin? Ah, c'est ma fille. C'est ma fille. Pendant 6 mois, là, après ma séparation, quand tout le monde m'a comme laissé tomber, toute ma famille, tout ça, j'ai sorti avec, c'est ça, un gars qui était dans le monde des clubs, puis je me retrouvais dans des parties privées, j'ai rencontré des pimps. J'étais dans des parties où que les gens sniffaient de la coke devant moi, j'étais tout le temps dans des bars, tous les gérants de bars, les barmaids, je les connaissais. J'aurais pu vraiment tomber entre mauvaises mains puis mal virer, devenir accro à la drogue ou devenir alcoolique. Puis c'est ça, ça n'a pas... Il y a sûrement quelqu'un qui me surveillait là en haut, là, parce que je suis pas... C'est ça, j'ai peut-être viré quelques brosses où j'étais extrêmement malade, fumé 2 peut-être joints de marijuana ou des affaires comme ça, puis ça m'a pas fait du tout. Puis c'est ça, j'ai pas accroché à rien. Là, la preuve aujourd'hui, c'est que je bois même pas. Je bois, je suis une veuve sociale, là, je bois peut-être, je sais pas moi, 4 fois, 5 fois par année. Les gens vont entendre ça, ils vont dire hey, plate! Mais c'est pas, j'ai pas besoin, c'est ça, de substance pour m'amuser ou quoi que ce soit. Même, je te dirais que je me sens tellement bien, dès que je prends un verre de vin, là, je me sens pas bien. Mais c'est ça, dans ce temps-là, c'est probablement peut-être ça aussi, là, le fait que mon corps résister à ça. Puis... Oui, c'est ça. Exactement. Des fois, on est guidé de façon qu'on se rend même pas compte, en fait, hein. Puis le corps va nous parler, puis il y a quelque chose à quelque part qui va placer quelqu'un dans notre chemin ou dans notre vie, puis des fois, on s'en rend pas compte. Puis c'est justement plusieurs années plus tard qu'on est comme « Ah ouais, j'étais sûrement guidée ou protégée parce que si une mini-chose aurait changé dans ma vie, ben j'aurais eu un timeline, là, un temps de... une façon de vivre totalement différente là, qui aurait occasionné vraiment une autre trajectoire de vie. » C'est sûr que quand j'arrivais chez nous, c'est parce que j'avais pas souvent ma fille, là. Comme tu sais, mes parents, toute ma famille essaient de m'empêcher de voir ma fille. Mais, mon ex, dans ce temps-là, il travaillait à la fin de semaine. Fait que, souvent, il n'y avait pas personne pour garder la petite. Fait qu'il me l'envoyait. Fait que je l'avais avec moi. Mais, c'est sûr que si j'avais pas eu d'enfant, probablement que ça aurait été, peut-être plus facile de mal virer, là, mais quand j'allais dans un bar puis je virais une brosse puis le lendemain, j'étais avec ma fille, ben c'est sûr que je la regardais puis je me disais, ça n'a aucun bon sens, là. Je peux pas, j'étais fatiguée, j'étais carrément... j'avais mal au cœur puis je peux pas m'occuper de ma vie comme ça. Fait que c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé, là, de m'accrocher à ma fille. Oui, ben c'est important de s'accrocher à quelque chose, à quelqu'un quand on passe à travers des moments comme ça qui sont super difficiles, quand on est dans une période de vie dans laquelle on est vulnérable, pour différentes raisons. Quand on essaie justement de faire des grosses décisions puis changer notre trajectoire de vie. Fait que là, ta fille est rendue à quel âge aujourd'hui? Elle a 28 ans aujourd'hui. 28 ans. Puis comment ça s'est développé, votre relation par la suite? Est-ce que tu as pu justement la voir plus souvent? Ah oui, éventuellement, oui, c'est ça. Éventuellement, c'est ça. Je suis retournée à l'école, j'ai fini mes études. Puis quand je suis retournée à l'école, j'ai recommencé à voir ma fille là, régulièrement. Mes parents aussi, tu sais, j'ai repris que, tu sais, ils ont vu que je rushais là, avec les études, le travail, puis tout le kit. Fait qu'éventuellement, tu sais,
c'est ça, les choses se sont replacées. Ma fille puis moi, on est super proches, là. Même que quand elle était adolescente, je devais lui rappeler que j'étais sa mère, là, parce que elle me parlait comme si j'étais une jeune de fille. On faisait tout ensemble. Même bébé, plus jeune, j'allais chez du monde ou j'allais dans un party chez des amis, puis je l'amenais, là, puis là, elle regardait tout le monde. Elle a tout le temps été hyper curieuse, puis elle se couche tard, là, c'est une couche tard, lève tard, là, fait que elle voulait tout le temps être au courant de tout, fait qu'elle a grandi, c'est ça. Je l'avais partout, je faisais tout avec elle, puis même ado, on continuait à faire des activités ensemble, plus vieille aussi, quand elle a atteint la vingtaine, on allait prendre un verre ensemble. Dans le temps que j'allais prendre un verre dans les bars, là, j'y allais avec elle. Là, fait que non, on a une super, super belle relation. Là, aujourd'hui, j'ai un garçon aussi de 13 ans, là, puis Kimni, ma fille, ben, c'est sa grande sœur, oui, mais c'est comment je pourrais dire, si moi il m'arrive quelque chose là, dans mon testament, ben c'est ça, c'est elle qui va en avoir la garde, surtout que le père de mon fils est décédé, fait que c'est elle qui va devenir tuteur légal de son frère, mais sont très proches malgré la grosse différence d'âge. Là. Ouais. Ah, mais c'est beau à voir parce que des fois, c'est dans les plus grosses épreuves que ressortent les plus beaux cadeaux, tu sais. Quand on est dedans, on fait comme, mais pourquoi ça m'arrive? Puis, tu sais, c'est pas juste, etc. C'est difficile. Puis, exactement, je changerais absolument rien. Parce que ma fille, je l'aurais pas eue si j'avais pas été mariée à cet homme-là. Puis aujourd'hui, même si on se parle pas, on n'est pas des grands chums, là, moi puis lui, là, on a une super belle relation, là, tu sais. Puis on a une fille extraordinaire. Donc, je changerais absolument rien. Ouais. C'est quoi la plus belle leçon que ta fille t'a appris dans les 28 dernières années? La plus belle leçon, mon Dieu, ben, c'est la résilience. C'est vraiment la résilience parce que même avec elle, j'en ai traversé beaucoup. Puis, tu sais, quand il y a des moments plus difficiles, ben, moi, ce que j'ai appris, c'est que tout est temporaire, fait que ça finit par passer. Puis, tu sais, quand il pleut dehors, là, il y a tout le temps le soleil après, mais c'est la même chose dans la vie, là, fait que, ouais, il y a des moments où ça a été super difficile, où j'ai traversé des moments très, très, très noirs, là, puis je suis contente de m'être accrochée parce que c'est ça, il y a tout le temps quelque chose de mieux qui t'attend, tu sais. Mm-hmm. This too shall pass, hein, comme on dit souvent en anglais, là, je veux dire, tout est temporaire, puis autant les beaux moments comme les moins beaux moments, tu sais, faut en profiter, faut être dans le moment, mais faut pas s'attacher non plus. Parce que même le beau moment, il va passer, puis il va partir. Faut pas s'attacher non plus au moins bon moment, parce que c'est là que ça affecte beaucoup ton état, ton mindset, tu sais, ton attitude. C'est d'expérimenter cette vie humaine-là qui vient avec son spectre d'émotions qui est tellement varié, tu sais. Tout à fait. Puis même les moments difficiles, tu sais, aujourd'hui, je vais aborder, comment je pourrais dire ça, là, les défis ou les problèmes ou tout ce qui est difficile, je le vois d'une façon très différente. Tu sais, c'est quelque chose qui va me faire grandir. C'est quelque chose qui va je fais beaucoup de parallèles avec la course à pied, là. C'est pas tout le temps le fun d'aller faire des intervalles quand il fait 33 degrés dehors, là, mais je sais que si je passe à travers, je vais être une meilleure coureuse après, là, puis tu sais, je vais me sentir bien après. Fait que c'est la même chose, c'est dans la vie avec les obstacles, avec les moments difficiles, ben, tu sais, t'as quelque chose à apprendre, tu passes à travers, c'est temporaire, puis tu sais, après ça, wow, tu sais, c'est beau. C'est ça. Ça va même mieux, je dirais. Oui, c'est ça, exactement. Je veux aussi qu'on parle de la course à pied, justement. Donc, partage-moi donc comment puis pourquoi la course est rentrée dans ta vie. En fait, la course à pied, tu sais, j'en avais déjà fait quand j'étais ado. Là, je faisais partie de l'équipe d'athlétisme au secondaire, mais j'étais pas une coureuse. Là. Je participais juste parce que je suis une fille sociable. Puis ce qui est arrivé, c'est que c'est ça. Si je me souviens bien, c'est en octobre 2003. J'étais dans une période de ma vie où j'allais pas super bien, mon couple allait pas bien, mes parents ça allait pas bien du tout là, étaient en processus de divorce, puis c'était un divorce assez comment je pourrais dire, c'était pas un beau divorce là, ça a mal fait la relation. Mes parents après 35 ans de mariage, la relation elle a pas été super, puis ça a très mal fini. Moi de mon côté santé, c'était pas top, là. Je fumais déjà depuis quelques années. Justement, à l'époque où j'ai mis fin à ma relation, à mon mariage, là, puis que je me suis retrouvée toute seule là, pour défier mes parents, je me suis mis à fumer parce que je savais que c'est quelque chose qu'ils voulaient pas que je fasse. J'avais arrêté entre-temps, puis après ça, j'avais recommencé parce que la personne que j'avais rencontrée fumait.
Puis c'est ça, c'est avec lui que j'étais, puis que mon couple allait pas bien. J'avais pris énormément de poids. J'étais plus du tout en santé. Je me souviens, je me suis inscrite au Econo Fitness. Non, c'est pas Econo Fitness dans ce temps-là. Je me rappelle plus c'était quel gym, là, mais l'énergie cardio, peut-être? Je sais qu'il y a plein de... Ouais, parce que moi aussi, c'est là que j'avais commencé au gym, puis à un moment donné, il avait tout changé pour des éconos. Oui, exactement. Puis, tu sais, je faisais la musculation, puis même là, tu sais, on dirait que rien n'embarquait, là, tu sais, les sports que j'essayais, tout ça, c'était pas... c'est ça, je faisais pas trop attention à moi, là, je fumais pareil, puis là, j'observais du monde courir sur un tapis roulant, puis je trouvais donc bien, puis tu sais, je trouve ça important de dire ça, parce que les gens qui me regardent aujourd'hui courir des marathons, ils m'ont dit « Ah, ça a l'air tellement facile pour toi, ça a tout le temps été facile ». Je regardais du monde courir sur un tapis roulant pendant 10 minutes, là, puis je les admirais. Je trouvais ça extraordinaire. Je suis là, waouh, tout un défi! Fait que j'ai commencé à courir sur un tapis roulant, puis j'étais même pas capable de faire 5 minutes, évidemment, parce que, c'est ça, probablement que mes poumons étaient très abîmés par la fumée de cigarette. Puis, c'est ça, dans ma tête, j'étais pas à la bonne place non plus. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient, je savais pas comment dealer avec ça. Tu sais, j'avais pas, à cette époque-là, j'avais pas nécessairement commencé à consulter encore. Fait que, tu sais, je me remettais beaucoup en question. Puis, c'est ça, je me suis mis à courir, puis ça me faisait du bien. Ça m'a vraiment sauvée parce que c'est sûr qu'avec tout ce qui se passait dans ma vie, ma confiance était vraiment pas super. Tu sais, même si j'avais dit à un moment donné, c'est ça, que le fait que j'avais vécu une séparation très jeune, que j'avais passé à travers, ça avait boosté ma confiance. Évidemment, tu sais, oui, je me disais, OK, que j'étais capable de tout, mais en même temps, tu sais, la confiance, de mon apparence, de qui j'étais. Tu sais, je travaillais à mon compte dans ce temps-là aussi. Je savais pas qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie. Tu sais, j'étais même pas sûre de continuer ma compagnie. Puis, fait que, tout était remis en question. Puis la course m'a aidé à me recentrer sur moi-même puis à prendre soin de ma santé parce qu'on le sait à la base. Je pense que tout commence par la santé, là, surtout la santé mentale. Ouais. Mais les deux vont tellement ensemble. On peut plus dissocier les deux. Tu sais, ta santé physique, ta santé mentale, c'est tellement interrelié, là. Oui. Puis à l'époque que j'ai commencé à courir, évidemment, c'est ça, tu sais, j'ai commencé beaucoup sur un tapis roulant dans les gyms. Puis là, à un moment donné, j'ai lu un article, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Je connaissais personne dans mon entourage courait. La course à pied, c'était pas super populaire au Québec. Oui, il y avait, tu sais, quand même des grands coureurs, toute l'équipe, mais moi, j'avais aucune connaissance. Tu sais, je connaissais personne en course à pied. Puis j'ai vraiment fait ça, là, solo. Personne dans mon entourage courait, fait que, tu sais, j'ai commencé à courir, là, comme ça. Je me suis abonnée au magazine Runner's World, puis à un moment donné, j'ai lu un article sur une femme qui a commencé à courir dehors, puis qu'elle avait dit que c'est extraordinaire, fait que j'ai commencé à faire ça, puis, tu sais, tranquillement, pas vite, tu sais, moi, mon entraînement, c'était, OK, je vais marcher un lampadaire, puis je vais courir un lampadaire. Jusqu'au stop, puis c'est ça. J'avais le même parcours à tous les jours, je me levais super tôt. J'étais quand même j'ai tout le temps été une personne très matinale, puis j'allais faire le même parcours tout le temps. Dans ce temps-là, j'avais un chien aussi. Puis tranquillement, j'ai augmenté mes distances, puis je me souviens à un moment donné avec mon conjoint avec qui j'étais, c'est vers la fin de notre relation, là, on avait un souper justement chez ses parents, puis je lui ai dit, on habitait à Saint-Hubert, puis ses parents habitaient à Saint-Constant, puis je dis, va à Saint-Constant, je vais en auto, puis je vais aller te rejoindre en course à pied. Puis j'ai pas choisi la bonne journée, la bonne soirée. Là, il pleuvait énormément. Vraiment la grosse pluie qui fait mal à la peau. Là. Puis j'étais pas super équipée non plus. Fait que c'est ça. J'ai couru quand même jusqu'à Sainte-Catherine. Puis je crois que c'est ça. Rendu là, je l'ai appelé. Puis j'ai dit, peux-tu venir me chercher? J'ai fait capable. Puis je m'étais inscrite au demi-marathon de Québec, de Lévis en fait. Ça, c'était 1 an après que j'avais commencé à courir. OK, quand même. Belle progression. Ouais. En 2005, ouais, tu sais, je me suis inscrite au demi-marathon. Pour moi, c'était une épreuve là, incroyable. Puis, je me souviens, tu sais, mon entourage était tellement impressionné, là. J'avais comme 10 personnes, ma famille, mes amis, qui ont toutes monté à Québec pour me voir courir.
Puis c'est ça. Puis l'anecdote, c'est qu'à la ligne de départ, tu sais, je connaissais tellement rien, juste pour te donner une idée, je me suis mis en avant avec les pros, avec les élites. Puis clairement, j'avais pas l'air d'une élite. Le monde me regardait, je me souviens, puis je sais pas pourquoi le monde me regarde comme ça. Écoute, j'ai suivi les élites pendant 2 kilomètres, ça m'a complètement tuée. C'est clair. J'avais aucune expérience, même si, tu sais, je m'étais quand même entraînée dans le sens que je courais régulièrement, tu sais, je faisais pas d'intervalle, j'avais pas de programme, je faisais pas de programme, tu sais, je connaissais rien, là. C'est ça, je l'ai fait, ça m'a pris, je pense, mon premier demi-marathon de 2h10, c'est quand même, tu sais, respectable, je pense, pour un demi-premier marathon, pour pas voir qui fumait, puis grâce à la course, j'ai arrêté de fumer, je me suis repris en main, j'ai perdu beaucoup de poids, mais au total, j'avais perdu un bon 65 livres. Là. Wow. Puis, c'est ça, ça m'a aidé à passer à travers les moments super difficiles. Après, justement, ce demi-marathon-là, moi puis mon conjoint, on s'est séparés. Dans ce temps-là, mes parents, c'est ça. Je gérais encore le divorce. C'est un divorce qui a pris beaucoup de temps à se régler. Pourquoi je m'en occupais, c'est parce que ma mère parle presque pas français. Fait que j'ai été obligée de m'en mêler. Puis c'est ça, tu sais, c'est sûr que à un moment donné, j'avais des idées noires un peu, là, à ce moment-là. Puis, tu sais, j'avais pas rien fait de grave ou quoi que ce soit, là, mais ça m'a quand même aidé à me sortir la tête de l'eau, je te dirais. Si j'avais continué sur ce mode de vie-là, puis sans rien faire, probablement que, tu sais, c'est ça aurait empiré, là. C'est ça, la course à pied. Puis ensuite, mes enfants, tu sais, ma fille m'a beaucoup gardé centrée sur la bonne voie. Puis, tu sais, tout le temps chercher à vouloir devenir une meilleure mère parce que c'est sûr que j'ai eu extrêmement jeune. Puis, je savais pas comment moi élever un enfant, là. Tu sais, ma mère, elle m'aidait beaucoup dans ce temps-là. Puis, tu sais, c'était pas nécessairement les valeurs que je voulais transmettre à ma fille non plus, là. Parce que ma mère, tu sais, elle a fait de son mieux pour nous élever, mais c'est pas comme ça que je voulais, tu sais, élever mes enfants. Puis, c'est ça, tu sais, ma fille, elle m'a gardée sur le droit chemin. Je me suis repris en main. Éventuellement, c'est ça, j'ai passé à travers ma séparation, etc. Puis, je suis placée, tu sais, professionnellement aussi. Ouais, c'est comme si j'entends que la course a été l'espèce d'ancrage qui t'a aidé justement à travers tous ces ajustements-là, ces adaptations-là, ces deuils-là, ces difficultés-là. Puis, j'adore que tu dis que tu t'es comme un peu pointé sans vraiment savoir ce que tu faisais. Puis... C'est génial, mais c'est inspirant parce qu'effectivement, des fois, on s'empêche d'être dans l'action, d'essayer quelque chose parce qu'on est submergé, on pense qu'on n'a pas les ressources pour, on est intimidé même des fois. Fait que c'est vraiment inspirant d'entendre comment tu as commencé, là. Oui, c'est ça. Souvent, les gens vont dire « Ah, je suis pas prête pour un demi-marathon, je suis pas prête pour faire une course. » Ça, on sera jamais prêt, tu sais. Puis même si tu t'entraînes, puis tu suis un programme d'entraînement pour la première fois, c'est sûr que ça va t'aider énormément, mais je veux dire, ça veut pas dire nécessairement que tu vas faire un temps que toi-même, tu vas être satisfait. Puis, tu sais, c'est ça, c'est de passer à l'action, je pense. Le plus difficile, je pense, c'est de s'inscrire. Puis, en tout cas, moi, je suis comme ça, là, à partir du moment où je me fixe un objectif, puis que je m'engage. Fait que pour moi, m'inscrire, c'est un engagement. J'ai jamais abandonné une course, fait un DNF ou pas me présenter à une course. Les 2 seules fois, dans le fond, que j'ai pas pu respecter mon engagement puis m'inscrire à la course, c'est dans le fond l'année passée quand j'ai eu mon accident de voiture, puis c'est ça, j'ai dû canceller en fait mon demi-marathon à Montréal puis mon marathon que j'avais au Petit-Train-du-Nord parce que c'est ça, je venais d'avoir mon accident, là. Je pouvais pas. C'est une raison quand même valable, on va se dire. Puis la course à pied à partir de ce moment-là, à partir d'octobre 2003, ça a été, je te dirais, c'est sur mon point d'ancrage, puis ça l'est toujours aujourd'hui. Peu importe, tu sais, on se le cachera pas, là, on passe des moments difficiles, là, tu sais, la vie, c'est des hauts puis des bas, là, il y a rien de parfait, puis à chaque fois, mettons que les moments sont plus difficiles, mais c'est mon point d'ancrage, puis je fais tout le temps, c'est ça, la comparaison entre la vie puis la course à pied. Comme, tu sais, il y a des moments où je vais m'entraîner, puis c'est pas extraordinaire, puis je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais là, tu sais, puis je m'accroche, je continue, puis ça va super bien, mon Dieu, que je suis contente d'avoir quand même continué, fait que c'est un petit peu comme ça la vie, là, oui, il y a des moments difficiles, des moments plus sombres, puis là, on s'accroche, puis après ça, Colin, que je vis des beaux moments, puis c'est comme ça que je vis, je suis tellement contente d'avoir continué, tu sais. Les moments noirs que j'ai traversés, je pense que c'est plus un cumul de tout ce qui s'est passé, le fait de ne pas avoir guéri mes blessures, puis de ne pas avoir travaillé là-dessus.
Je pense que c'est important, là, tu sais, c'est comme avoir une blessure en course à pied, là, si tu as tout le temps une petite douleur là, qui est là, mettons, je sais pas, tu sais, j'entends. Moi, j'ai été chanceuse, là, j'ai jamais été blessée là, au niveau de la course à pied, fait que j'entends tout le temps du monde me parler, tu sais, la fasciite plantaire, des affaires comme ça. J'ai aucune idée c'est quoi. Fait que tu sais, quand tu as une blessure comme ça que tu traînes, puis même si tu le laisses guérir un peu, mais tu vas pas voir un professionnel, ça revient tout le temps, puis à un moment donné, puis ça revient, puis là, t'es vraiment pire, c'est ça. C'est pire. Fait que c'est un petit peu comme ça, je te dirais, là, psychologiquement, là, comment je me suis sentie. Puis je me souviens, j'avais vraiment des idées noires, puis mon psychologue m'a dit, je pense que c'est encore là, c'est mes enfants qui m'ont sauvée, là. Il m'a dit, à partir du moment où tu prends la décision d'avoir des enfants, ben, ta vie ne t'appartient plus. Tu n'as pas le droit de décider de quoi que ce soit, comme, tu sais, de prendre des décisions égoïstes comme t'enlever la vie ou quoi que ce soit, parce que quand tu fais ça, ben ça marque tes enfants pour le restant de tes jours. Puis là, il m'a expliqué qu'il y a des patients adultes dans la cinquantaine qui vont encore le consulter parce qu'ils ont perdu un parent, c'est ça, à cause d'événements comme ça. Fait que ça m'a... je te dirais que cette phrase-là m'a énormément bouleversée. Puis c'est ça. Tu sais, la course à pied, j'avais commencé bien avant. Là. J'avais commencé quand j'avais... ça fait plus de 20 ans là, que je cours, là. Puis c'est ça qui m'avait aidé justement à me remettre sur pied, puis à prendre soin de moi, à prendre confiance en moi. Mais c'est sûr que cette relation-là m'avait amené à une place là, que c'est ça. Je pensais avoir mis en arrière de moi puis pas réglé. Puis là, à partir de ce moment-là, je m'en souviens, là, j'ai consulté pendant quand même longtemps pour être sûre de guérir cette partie-là de moi. Puis il y avait d'autres choses là, plus en profondeur qu'il fallait qu'on adresse. Je me suis énormément accrochée à la course à pied. Je me souviens, je voyageais beaucoup pour le travail. J'en mettais tout le temps mes running shoes. Puis, tu sais, je m'entraînais pas de façon assidue comme je m'entraîne aujourd'hui. Là, avant, tu sais, je te dirais plus, oui, je faisais des marathons, mais c'est ça. J'allais plus courir pour m'éclaircir la tête. C'était plus une thérapie pour moi. Fait que j'amenais tout le temps mes running shoes. Puis peu importe si j'étais partie en voyage d'affaires ou pas, puis que je travaillais beaucoup, là, la course à pied, ça a tout le temps pris énormément d'importance. Ça a été, je te dirais, là, à part mes enfants, là, mon point d'équilibre dans ma vie où ce que je m'accrochais pour, c'est ça, pour bien me sentir, puis pour continuer. C'est pour moi, la vie, c'est comme un marathon. Tu t'accroches jusqu'à la ligne d'arrivée, puis... Ouais, un pas à la fois, puis des fois tu vas un peu plus vite, des fois tu vas un petit peu moins vite, des fois c'est plus dur, des fois tu es dans le flow. C'est vraiment des belles analogies de la vie du quotidien. Là. Exactement. Puis je me souviens dans cette période-là où je venais de quitter le père de mon fils, c'est sûr que je travaillais beaucoup de ça, puis j'allais faire des marathons, puis des courses, des demi-marathons, puis surtout des marathons, je te dirais des fois, là, sans entraînement. Tu sais, je m'entraînais, je courais régulièrement, mais sans entraînement approprié comme je faisais aujourd'hui, là. Mm-hmm. Mais ça me faisait du bien. Ça me faisait tellement du bien, tu sais, de savoir que j'étais capable de conquérir 42,2 km puis de finir, tu sais. Puis c'était pour moi, c'était pour moi la signification d'un marathon, puis ça l'est encore comme aujourd'hui, là. Tu sais, aujourd'hui, j'y pense moins, là, mais tu sais, quand j'y pense, là, c'est vraiment ça. Le marathon, pour moi, c'est comme une preuve que je me fais à chaque fois que je suis capable de conquérir des choses difficiles. Fait que si je suis capable de courir un marathon, ben je suis capable de faire n'importe quoi dans la vie. T'sais. Puis là, c'est sûr que j'ai des amis qui font des ultramarathons, des affaires comme ça, mais je me rendrai jamais jusque-là parce que, j'ai pas le temps de m'entraîner pour un ultramarathon. Mais c'est ça. Pour moi, c'est juste un rappel que c'est ça. La vie, ça peut être difficile, mais ça peut être super agréable aussi. Puis quand on traverse tous ces événements-là, ben il y a une récompense en bout de ligne. Puis il y a toujours un beau soleil qui nous attend après une tempête. Mm-hmm, absolument. Au-delà de la course à pied, puis consulter en psychologie, tout ça, est-ce que tu as d'autres pratiques ou d'autres habitudes de vie que tu as implémentées dans ta vie pour t'aider dans ton processus de guérison? Je te dirais, dans ce temps-là, je faisais aussi du yoga chaud, je faisais beaucoup de méditation. Ça m'aidait énormément. J'ai énormément appris aussi à rien garder en dedans, puis à en parler, parce que quand on garde des choses en dedans, ben c'est là que ça peut devenir néfaste pour la santé, là, je te dirais. Fait que j'ai énormément travaillé là-dessus, mais non, principalement, c'est vraiment mes consultations avec un psychologue. Il m'a donné des trucs pour, c'est ça, comment faire face à certains stress ou anxiétés ou
sais, quand tu vis des traumatismes comme ça, des fois, il y a des moments que quand tu vis des périodes de stress, que ça peut être, comment je pourrais dire ça, en anglais, overwhelmed, là, tu sais pas comment réagir, puis là, tu perds submergé, puis tu perds comme le contrôle un peu, fait que, tu sais, des exercices de respiration pour comme me recentrer, tu sais, puis j'écoute aussi, tu sais, une fois de temps en temps, j'écoute des podcasts, là, tu sais, j'aime beaucoup Mel Robbins, je sais pas si tu la connais, là. Oui. Je la trouve. Je coach souvent sa règle du 5-second rule, là. Oui, ça, ben, je l'utilise beaucoup. Ça, je l'ai connu pendant la COVID, ce 5-second rule-là, puis je l'utilise beaucoup, puis ça a complètement changé ma vie, tu sais. Ah ouais, c'est un des trucs que je parle beaucoup à mes clientes pour les mettre dans l'action, justement, avec leurs habitudes de vie. Oui, fait que c'est ça, tu sais, puis j'ai appris, tu sais, dans la même philosophie qu'on se dit que tout est temporaire, ben c'est ça. Plus jeune, si je rencontrais un obstacle, c'était comme une grosse montagne pour moi. Comment je vais faire pour m'en sortir? Tu sais, c'était le gros stress, la grosse anxiété de toute l'équipe. Aujourd'hui, il arrive quelque chose, je me dis, c'est pas grave, c'est temporaire. C'est beaucoup plus facile dans ce temps-là de dire, OK, je vais passer à travers. Fait que, tu sais, ma façon de voir les choses est différente. Tu sais, plus jeune, j'avais plus tendance à blâmer les autres pour mes problèmes ou, tu sais, oui, des fois, il y avait leur responsabilité, mais, tu sais, en bout de ligne, là, c'est toi qui es responsable. Et qu'aujourd'hui, tu sais, je prends tout le temps la responsabilité de tout ce qui m'arrive, mais je regarde les choses de façon différente aussi. Tu sais, ma perspective est beaucoup plus positive aujourd'hui, puis mon approche est beaucoup plus axée justement sur la solution que de rester, tu sais, pris dans un côté plus négatif, je te dirais, là. On parle de Mel Robbins, il y a Tony Robbins aussi, qui sont pas related, là, mais tu connais Tony Robbins? Oui, mais je l'aime moins, peut-être parce que je trouve que Mel Robbins est plus... tu l'écoutes, puis tu peux t'identifier à elle, elle est plus humaine, je trouve, elle est moins axée business, c'est plus... Tu sais, les sujets de conversation sont plus, c'est ça, relatable, là, plus, c'est ça. Tu peux mieux t'identifier, puis elle partage énormément sur sa vie personnelle. Oui, beaucoup. Mais je mentionnais Tony Robbins parce qu'il y a une chose qu'il dit, entre autres, dans ses enseignements, c'est que si t'es n'importe quoi, en fait, qui se passe, si t'es pas contente ou si ça fait pas ton affaire, ben, tu changes ton perception ou ton procedure. Fait que si t'as pas le contrôle sur le procedure, la façon que c'est fait, mais tu as toujours le contrôle sur ta perception des choses. Oui, tout à fait. Oui, ça. Puis ça, j'y crois. Il y a des belles philosophies, Tony Robbins aussi, là. Puis ça, j'y crois. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Tu as toujours le choix dans la vie. Tu as le choix, c'est ça. Comme tu viens de le dire, tu as le choix de changer ce qui se passe ou tu as le choix de changer ta perspective de comment tu vois les choses aller. Exactement. Ça influence tout après, ça influence tes pensées, tes émotions, ton ressenti, ta façon de manifester les choses, d'attirer des trucs à toi. Fait que ça part vraiment de là. Les gens, il y a des gens que quand je dis ça, ils font comme dans leur tête, c'est abstrait, là, c'est comme voyons donc, c'est comme c'est pas une pensée magique, là. Mais le cerveau, ça s'entraîne, là. Ça s'entraîne comme n'importe quel muscle. Fait que si tu l'entraînes à avoir une perspective positive, si tu l'entraînes à comme, OK, ben, tu sais, ça, oui, c'est un moment stressant, c'est un moment désagréable, mais tu vas passer à travers. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. Ta façon de voir les choses, ta façon de vivre les choses aussi, puis ton stress aussi va être différent. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui se travaille, qui se cultive, puis... Tu sais, ça m'a pris du temps, là, j'ai 47 ans aujourd'hui, là, puis oublie ça, là, dans ma mi-trentaine, je pensais pas comme ça, là. mais comme tu dis, ça se travaille, tu sais, moi, j'appelle ça des workouts de mindset, là. Puis c'est comme si tu vas au gym, puis tu fais un exercice de développer d'épaules, puis t'es comme, j'ai avoir des belles épaules le reste de mes jours. Ben donc, faut que tu y retournes souvent au gym pour faire des exercices d'épaules pour garder des belles épaules. C'est la même chose pour tout ce qui est mindset puis état d'esprit. C'est pas parce que tu lis un livre positif ou que tu écris 3 affirmations par jour pendant une semaine que ton changement de mindset va se faire puis va être constant. Ça doit s'entretenir. Exactement. Vois-tu, ce qui est drôle, c'est que la course à pied, encore là, tu sais, je fais une analogie entre la course à pied, la vie, puis entre n'importe quoi, entre le travail, peu importe, m'a énormément appris. Il n'y a rien qui arrive là comme ça du jour au lendemain. Tu sais, les gens vont
m'entraîner des fois là, au début de l'année parce qu'ils ont des belles résolutions, puis ils vont, je sais pas moi, 3-4 fois par semaine pendant 3 mois, puis ils font comme j'ai pas de résultat, puis finalement ils laissent tomber. C'est sûr que tu n'auras pas de résultat si tu es impatient, tu sais, dans tout. Tu sais, la course à pied m'a appris que faut de la patience pour être capable d'arriver, tu sais, à un certain objectif. Ben, c'est la même chose dans la vie aussi. Puis oui, des fois, malheureusement, tu sais, la course à pied aussi m'a appris que oui, des fois, il faut que tu fasses des choses comme des intervalles ou quand mon coach me dit il faut que tu ailles faire un test de 2 km, là, full vitesse, donne tout ce que tu as, là. Tu sais, c'est juste 2 km, tu vas me dire comparé à 42 km, là, mais c'est comme... Pas la même intensité, là. C'est pas la même intensité, tu sais, c'est pas quelque chose nécessairement que je veux faire, mais oui, il faut que je le fasse parce que pour arriver, tu sais, à un certain résultat, il faut que je le fasse. Tu sais, le gym, c'est la même chose. Avant, je détestais ça, aller au gym puis aller m'entraîner, faire de la musculation. Ah, si, je trouvais ça plate. Tu sais, comme la plupart, je te dirais, des coureurs, là, aiment pas aller faire de la musculation ou, tu sais, des exercices de renforcement ou des affaires comme ça. Puis j'ai pris l'habitude depuis, c'est ça, 1 an et demi, là, de façon régulière d'aller au gym. Puis je vois les résultats, là, je vois une différence là, dans la forme de mon corps, dans ma musculature, tu sais, mes muscles, mon corps est plus défini, tu sais, puis je me sens plus forte aussi en tant que coureuse. Fait que, tu sais, mais c'est ça, j'y vais régulièrement, puis c'est ça, ça a pris du temps avant que je vois des résultats, mais... C'est vrai que la constance est importante, puis d'avoir un why, d'avoir une raison pour qu'on veut faire ça, tu sais. Exactement. Ta mère aussi a pris part à ton parcours de course de différentes façons. Oui. Veux-tu nous expliquer un petit peu comment ça s'est manifesté? Oui. Ben, ma mère, quand je courais avant la naissance de mon garçon, ce qui est arrivé, c'est que à la naissance de mon garçon, quelques semaines après, elle a fait une crise cardiaque. On a failli la perdre, fait qu'ils l'ont réanimée. Son cœur avait arrêté. Puis éventuellement, ben son cardiologue, quand que je courais, parce que tu sais, elle parle pas très bien français, là, je l'accompagnais dans ses rendez-vous, ben il a dit à ma mère, il dit, ça serait bon pour votre cœur, ça, d'aller courir. Mais avant ça, tu sais, pendant des années, tu sais, ça fait plus de 20 ans que je cours, là. À chaque fois que j'allais courir, ben ma mère, c'est un fardeau pour elle parce que, il fallait qu'elle garde, tu sais, mes enfants. Puis ma fille, tu sais, ma fille était ado, là, mais tu sais, même à ça, tu sais, comme, puis là, des fois, elle me voyait aller, puis je disais, je suis fatiguée, mais elle dit, pourquoi tu cours si t'es fatiguée? Tu sais, dans sa tête, dès que tu dépenses de l'énergie, tu vas devenir fatiguée. Fait que là, j'ai essayé d'expliquer, ben non, ça me fait du bien, toute équipe. Puis là, tu sais, la mentalité asiatique, c'est très compétitif dans le sens que, tu sais, moi, là, j'avais des moyennes de 88-90% à l'école, puis c'était pas suffisant pour mes parents parce que la première question qu'on me posait, c'est est-ce que tu es première de classe? Il y en a-tu d'autres qui sont meilleures que toi? Ben oui, il y en a une qui a 98 de moyenne. Ah, OK, ben t'es poche. T'es poche. Fait que, tu sais, ça a tout le temps été comme ça. Puis ma mère m'a demandé après mes courses, mettons, tu sais, je venais de faire le marathon de Montréal. Puis, t'es-tu arrivée première? Ben là, ben non, tu sais. Puis là, elle dit, t'es-tu au moins arrivée dans les 3 premières? Je dis, ben non, maman. Puis là, elle dit, pourquoi tu fais ça d'abord? Elle dit, t'es bien dans poche, tu sais. Oh my God. Il n'y a pas de filtre dans la culture asiatique, là. Ils vont vraiment dire là, ce qu'ils ont à dire. Tu sais, moi, j'ai des tantes qui m'ont déjà dit, t'as pris du poids. Tu sais, tu comprends-tu? Mais ça se dit pas, ça. T'as pris du poids ou, on dirait que, je sais pas moi, tu sais, ils se gêneront pas, là, pour te souligner des choses désagréables. Puis c'est pas pour mal faire, c'est juste la culture. Je pense qu'ils sont très directs, puis c'est ça. Fait que ma mère, pour elle, c'était, tu sais, je faisais ça pour rien. Puis là, à un moment donné, quand le cardiologue lui a dit tu devrais courir, je me souviens, mon fils avait 3 ans, puis j'étais inscrite pour faire le 30 km des Érables dans ce temps-là. Où c'était-tu des microbrasseries? Oui, des microbrasseries. Puis là, c'était au mois de novembre, puis là, elle m'a dit, 1 mois avant, elle dit, j'aimerais ça m'inscrire à une course avec toi, tu sais, à ta prochaine course. Ben, je dis, la prochaine course, c'est ça. Puis là, je dis, je vais t'inscrire à un 2 km. Elle a dit, non. Elle dit, je veux faire un 10 km. Là, elle avait 64 ans dans ce temps-là. Fait que là, je lui dis, t'es sûre? Je dis, c'est vallonneux, là. On est à Saint-Grégoire. Fait que là, oui. Là, je dis, non, je vais t'inscrire à un 5. Non, je veux un 10. Fait que, OK, je vais t'inscrire à un 10. Puis, probablement qu'aujourd'hui, je dirais non, là, tu sais. Là, je suis comme plus consciente de qu'est-ce qui est bon à faire et pas, là. Mais dans ce temps-là, je suis comme, OK, c'est ton problème. Si tu veux faire ton 10, puis souffrir, vas-y.
Fait que je me souviens, je suis partie avant elle à mon 30 km, puis son départ, c'était après. Puis là, moi, quand je suis arrivée, c'est sûr qu'elle avait déjà terminé, là. Puis je traversais la ligne d'arrivée. Puis là, je la vois sortir de la foule en pleurant. Là, elle pleurait. Puis je me souviens, elle n'avait rien pour courir. Je lui avais donné des running shoes à moi qui étaient encore bons, parce qu'on porte la même grandeur de chaussures. Elle était en gros pantalon de jogging, là, en coton ouaté, avec un gros chandail, puis tout le kit. Puis elle sort de la foule, elle me serre dans ses bras, elle pleure. Puis elle dit, oh mon Dieu, elle dit, Shrep, elle dit, t'es tellement bonne, je te trouve tellement extraordinaire. Je peux pas croire que tu cours des 42 puis des 30 km comme ça. Elle dit, j'ai souffert pendant, tu sais, malgré tout, elle a terminé son 10 km en 1h20. Wow. À 64 ans pour son premier, pas entraîné. Tu sais, elle fait juste marcher, ma mère. Elle marche beaucoup, mais elle court pas. Puis, elle dit, j'ai souffert à chaque pas que je faisais, j'ai juste pensé à toi. Puis, écoute, depuis ce temps-là, ma mère, là, elle me vénère. Elle parle de moi à ses amis. Tu sais, je l'entends des fois parler au téléphone. Ah, elle vient d'aller courir en entraînement. Elle a fait 15 km, tu sais. Fait que, tu sais, puis là, quand j'ai fait justement mon marathon de Boston, elle m'a posé plein de questions. Après, je veux que tu m'imprimes des photos quand tu vas avoir, tu sais, quand tu vas avoir la chance. J'aimerais ça mettre des photos dans la maison de toi. Fait que de temps en temps, depuis ce temps-là, ben c'est ça, elle a fait des 5 km avec moi. Elle n'a jamais refait un 10. L'année passée, c'est ça, elle a fait 5 km quand même, puis elle est arrivée deuxième de sa catégorie. Tu vas me dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'inscrivent à son âge, là, mais quand même, deuxième. Quel bel accomplissement. Oui, c'est ça. Puis là, c'est sûr qu'elle n'en fera pas cette année parce que à cause d'une condition médicale, là, elle peut plus prendre ses pompes parce qu'elle est asthmatique comme moi, fait qu'elle peut plus prendre ses pompes, puis sans ses pompes, oublie ça, là, elle va faire une crise cardiaque, ça court, tu sais. Donc, malheureusement, tu sais, j'espère qu'éventuellement, elle va pouvoir en faire, là, mais elle a fait à Longueuil un 2 km avec mon neveu puis ma nièce. Tu sais, c'est sûr qu'elle a marché beaucoup, là. Fait que je pense qu'elle va s'en tenir à des 2 km comme ça, là. Ce qui est quand même juste bien. C'est génial, ben oui. Mais c'est beau de voir que la course t'a aidé, évidemment, de façon incroyable, mais qui a aussi aidé la relation que tu as avec ta mère. Ça a dû tellement être leur healing, là, comme moment, là, cette première course qu'elle a faite, là. Wow. Oui, tout à fait. Puis je me souviens quand on a fait le 5 km, j'ai fait le demi-marathon des Vignobles l'année passée, au mois d'août. Puis tout de suite après, je devais faire un 5 km avec elle, là, puis on courait ensemble. Là, puis c'était comme si on revivait, tu sais, cette aventure-là là, de guerre qu'on a vécu moi puis elle. Puis c'est un moment où justement, elle pense à rien, puis elle pense être en connexion. On est en connexion avec, surtout elle, avec son corps, elle est en train de souffrir. Là, il faut qu'elle soit résiliente pour terminer sa course. Mais c'est comme si c'est un rappel de moi puis elle ensemble quand on a traversé pendant 3 mois, les montagnes, la forêt, elle a souffert. Tu sais, ma mère, quand elle est arrivée en Thaïlande, là, aux frontières de la Thaïlande, parce qu'il y avait un camp de réfugiés de la Croix-Rouge là-bas, ses pieds étaient en sang, là, ses pieds étaient enflés, là. Imagine-toi, aller marcher dans la forêt, dans les montagnes, là, à travers les rochers, puis tout ça, puis nu-pieds, là, pendant 3 mois, ben, tu sais, c'est ça. Fait que je pense que c'est ça, la résilience, puis le courage, puis tout ça, tu sais, je retiens énormément de ma mère, là. Même si aujourd'hui, ma mère est moins forte puis moins courageuse, ben je pense que, c'est ça vient beaucoup d'elle, je te dirais. Ah non, c'est vraiment magnifique comme histoire. Tu t'es qualifiée pour le marathon de Boston plus tôt cette année. C'est quoi tes prochains objectifs, là, tes prochaines courses? Ça a été comment cette expérience-là? Je sais que j'avais regardé un petit peu sur Facebook ce que tu avais publié là-bas, mais parle-nous un peu de cette expérience-là, puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, au niveau de la course? Ben c'est ça, je me suis qualifiée l'année passée pour le marathon de Boston de cette année que j'ai fait au mois d'avril dernier. Ça faisait des années que j'essayais de me qualifier pour ce marathon-là. Fait que, tu sais, je suis pas une coureuse, tu sais, rapide. Oui, aujourd'hui, je suis plus rapide que la moyenne, mais je suis pas dans les tops. Tu sais, pour moi, c'est pas facile là, d'atteindre cette vitesse-là, là, puis de me qualifier. Fait que ça a été vraiment un moment extraordinaire pour moi là, de me qualifier, puis de le vivre aussi. L'expérience en tant que telle a été exceptionnelle. Tu sais, c'était mon 30e marathon. J'en ai quand même fait beaucoup. J'avais fait le marathon de la Muraille de Chine en 2010, qui était excessivement difficile, mais je te dirais que le marathon de Boston a été... tu sais, ça a été difficile, pas pareil, mais ça a été très, très difficile, là.
ça a été une expérience incroyable parce que la foule, elle est incroyable. Les gens de Boston sont incroyables. Tu sais, c'est un marathon qui est très ancien, fait que les gens à Boston sont habitués de nous recevoir. C'est un événement très spécial pour eux aussi. Tu as des gens pendant tout le parcours qui t'encouragent là, du premier au dernier kilomètre. Là. Je te dis, là, des fois, là, le monde crie tellement que tu avais... tu sais, t'avais les oreilles, là, t'es comme, tu avais envie de les boucher, là, parce que toi, t'es en train de souffrir, puis t'entends le monde, mais en même temps, c'était encourageant. Tu sais, ça a été un marathon difficile pour moi puis bien d'autres personnes parce que ça a été particulièrement chaud à Boston. Habituellement, c'est frais à Boston. Habituellement, il pleut. Il y a eu de la grêle à Boston. C'est rare qu'il fait beau et chaud et puis que ça soit pas venteux. Donc, ça a été pour, tu sais, surtout les gens qui s'entraînent justement en hiver, là, comme nous au Québec, ben on arrive au mois d'avril puis il y a une grosse chaleur, ben ça a été hyper drastique, là, fait que, tu sais, j'ai extrêmement mal géré ce marathon-là. J'ai eu mal au ventre, j'étais allée aux toilettes plein de fois, j'ai eu des problèmes avec mes pieds, mes souliers, tu sais, ça a été excessivement difficile. J'ai failli, tu sais, ça a été la première fois là, de ma vie, de tous mes marathons, que j'ai failli lâcher. Là, tu sais, je me souviens, j'étais arrivée à côté d'une tente médicale. Là. Sarah était super inquiète pour moi parce qu'elle pouvait me suivre, puis elle voyait le petit bonhomme qui restait, puis elle voyait la tente médicale. Elle voyait la tente médicale à côté parce qu'elle pouvait tout voir les détails là, sur l'application. Tu sais, moi, je l'ai pas vu, je sais pas de quoi elle était super inquiète. C'est ça, tu sais, je suis allée à la tente médicale, j'ai failli rester là, puis finalement, tu sais, je me suis dit, hey, c'est comme ça fait tellement longtemps que j'attends ça, tu sais, je peux pas ne pas finir, là, fait que je me suis dit, je vais finir, regarde, je vais marcher s'il faut, puis je vais le finir, puis finalement, tu sais, j'ai fini 30 minutes plus tard que qu'est-ce que j'aurais voulu, mais tu sais, je suis quand même extrêmement fière parce que j'ai surmonté mes douleurs, pareil, parce que ça a été extrêmement douloureux, là. J'ai eu beaucoup de misère à récupérer après ce marathon-là. Habituellement, moi, après un marathon, là, je récupère là, comme ça, là, tu sais, je pourrais courir un marathon la semaine suivante, là. Mm-hmm. J'ai déjà fait 3 marathons en 3 semaines d'ailleurs, là, fait que sais, absolument récupérer d'un marathon, c'est ça. C'est très rapide pour moi. Mais là, cette fois-là, c'est à cause des chaleurs, des maux de ventre, tout ça, ça m'a pris du temps. Mais ça a été extraordinaire. Puis j'ai essayé de me requalifier après ça à un autre marathon, un mois après à Longueuil. Là, mais c'était sûr que c'était ambitieux. C'était un mois après. Puis là, à Longueuil, il a fait encore plus chaud. Fait que oui, mon prochain marathon, c'est à Toronto. Le 20 octobre, le Waterfront Marathon, ça va être plus frais, ça va être plat, ça va être un beau marathon. Initialement, je voulais me qualifier pour New York pour ce marathon-là, mais c'est rendu plus difficile pour New York. Là. Maintenant, ils ont vraiment le temps de cut-off est rendu... déjà que le temps est plus rapide que celui de Boston là, pour se qualifier. Fait que c'est, tu sais, les chances, tu sais, tout est possible, là, mais tu sais, je me fais pas de pression. Tu sais, pour moi, c'est ça, je vais faire des courses comme ça, là, juste pour le plaisir. Ça a l'air dur à croire, mais pour moi, c'est un plaisir de courir un marathon, beaucoup plus que de courir un 5 km rapide, là. Tu sais, ça me dérange pas d'en faire, là. Fait que c'est un plaisir pour moi. Puis si je me requalifie, tu sais, j'ai confiance que je peux me requalifier pour Boston, mais c'est pas un objectif que je me donne. Si je me qualifie pour New York, ben, c'est tant mieux. Sinon, il y a plein de marathons à travers le monde. Tu sais, mon rêve, c'est de faire les 6 marathons majeurs. Tu sais, j'y avais jamais pensé avant, là, mais ça m'a vraiment donné le goût là, quand j'ai fait le marathon de Boston, là, de me qualifier justement, puis de faire les 6 marathons majeurs dans le monde pour avoir la médaille spéciale. Là. Fait que ça, oui. Est-ce que je vais le faire à tout prix? Peut-être que non, je verrai. Tu sais, il y a plein de beaux marathons, comme j'ai vu le marathon de Florence, que peut-être que je vais faire l'an prochain. Fait que, tu sais, il y a tellement de beaux belles opportunités. Exactement, c'est ça. Fait que mon objectif, en fait, c'est de courir le plus longtemps possible des marathons. Tu sais, je me vois à 92, 95 ans, là, courir un marathon, là. Ouais. Ben, t'as tout ce qu'il faut pour te rendre là, puis on te le souhaite avec l'histoire que tu viens de nous partager aujourd'hui. Ben, un marathon à la fois, c'est sûr que tu vas continuer à franchir des fils d'arrivée, que ça soit dans des relations, au travail, pour ta santé, pour la course. Fait que merci d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Merci. Il me reste une question à te poser que je pose à tous mes invités. Puis c'est drôle parce que j'ai commencé la conversation en parlant de ton mantra, hein, qui est jamais sans mon sourire. Ouais. La question que je pose, c'est est-ce que tu as une citation préférée? Ce serait laquelle et pourquoi? Fait que tu peux soit nous parler de celle-là qu'on a déjà nommée, ou si tu as une autre citation que tu aimes bien dans ta vie, qui t'aide justement, qui représente peut-être une partie de toi ou qui est en vie en ce moment dans ta vie, ou peu importe.
Qu'est-ce que tu as envie de nous partager pour finir la conversation? Oh mon Dieu, j'ai pas de citation préférée. C'est drôle à dire, hein? Mais il y en a tellement qui sont belles, là. La seule chose que j'arrête pas de dire, c'est que si tu veux, tu peux. Tu sais, c'est une citation qui est plate, là. Il y a peut-être une version plus belle, là. Mais c'est ça. Si tu veux, tu peux. Tu sais, le why, là, de qu'est-ce que tu veux faire. Tu sais, souvent, les gens disent, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça t'enformer, j'aimerais ça courir des marathons. Mais, tu sais, mais ils ont tout le temps des excuses pour pas le faire. Moi, je me dis, si tu veux, tu peux. Tu vas le trouver le moyen. Tu sais, moi, j'ai été mère monoparentale à temps plein, là, puis j'ai trouvé le moyen de trouver le temps. C'est ça, de m'entraîner, puis c'est parce que je le veux. Tu comprends-tu? Je le veux tellement que je veux le faire. Fait que, c'est ça. Si tu veux, tu peux. Fait que tout ce que tu veux accomplir dans la vie, si tu veux, tu peux. Aussi simple que ça, mais aussi impactant et powerful que ça. Oui, c'est ça. À toi de trouver le moyen d'y arriver. Exact. Si tu veux vraiment y arriver. Ouais. Avec le sourire. Avec le sourire, exactement. Super. Merci beaucoup, Shreb. C'est vraiment apprécié. Merci, Claudia. Bye. Bon week-end.